Bonjour tout le monde et bienvenue au symposium sur le partage de connaissances et d'innovation. Nous sommes très heureux de réfléchir sur le progrès et regarder vers l'avenir. Nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres et que vous fassiez partie de ce partenariat mondial pour l'éducation et de KICS. Je m'appelle Tiffany Barnes-Huggins. Je gère les communications et toutes les activités de gestion des connaissances pour le KICS. Je serai votre animatrice aujourd'hui. KICS est un partenariat mondial pour l'éducation et fait partie du centre de recherche pour le développement international. KICS existe depuis 1 an et certains de vous ont déjà peut-être entendu parler des initiatives par nos appels à propositions lancés par notre site web. Et vous avez peut-être pris connaissance de notre rapport annuel produit cet été. Vous comprenez sans doute mieux ce qu'est le KICS. Vous avez identifié peut-être des possibilités de collaboration. C'est notre premier symposium et nous sommes impatients d'avoir d'autres occasions d'échanger les connaissances à l'avenir. Nous lancerons ce webinaire par une introduction des leaders du CRDI et du partenariat mondial pour l'éducation. Ensuite, vous entendrez parler différents membres de l'équipe KICS ainsi que des partenaires de projet au sujet des mécanismes de l'initiative, de nouveaux projets et des priorités pour l'année à venir. Sachez que notre activité aujourd'hui est enregistrée et sera affichée sur le site web de KICS à www.gpekix.org. L'activité est également interprétée en français et en espagnol. Enfin, en tant qu'employé du CRDI au Canada, je souhaite vous dire à quel point nous sommes heureux d'être les animateurs de ce symposium et les autres. Pour ceux qui ne savent pas, le CRDI fait partie des efforts de développement international du Canada. Nous fournissons des ressources et du financement pour la recherche dans le Sud afin de favoriser la croissance, réduire la pauvreté. Sans plus tarder, je donne la parole au président du CRDI, M. Jean Lebel. Merci, Tiffany. Bonjour à tous. Et merci au Partenariat mondial pour l'éducation, en particulier sa directrice exécutive, Alice Albright. Bonjour Alice, comment allez-vous? Je suis présidente du CRDI, basée ici à Ottawa, et je suis très heureux de faire partie de ce premier symposium de la plateforme KICS. Au CRDI, nous sommes très reconnaissants que le Partenariat mondial pour l'éducation, le PME et le CRDI travaillent en collaboration afin de pouvoir gérer ce KICS et d'en faire un atout dans le domaine de l'éducation. Au cours des 50 dernières années, nous célébrons 50 ans d'existence au CRDI cette année. Le CRDI s'est toujours intéressé à l'éducation de différentes façons, mais avec ce Partenariat mondial pour l'éducation, nous renouvelons dans une certaine mesure notre intérêt et investissons nos ressources, notre temps, notre argent ainsi que les ressources du PME pour consolider tout ceci. Le Canada est partenaire depuis 2007 et c'est important pour le CRDI de continuer de consolider cette plateforme dans le domaine de l'éducation. Nous croyons que le programme KICS donne le ton d'efforts permanents et durables dans le domaine de l'éducation. Alors, vous êtes tous dans cet espace virtuel et vous vous demandez peut-être tous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ce programme de connaissances et d'innovation, de partage de connaissances et d'innovation? À quoi sert-il? Essentiellement, à fournir une éducation de qualité aux enfants. Et il y a une communauté vibrante de chercheurs, d'acteurs politiques qui ont pris l'engagement d'améliorer le système d'éducation et qui cherchent à avoir une incidence à différents niveaux, local, national, international, et qui visent à favoriser des échanges internationaux. Nous soutenons le partage des connaissances appliquées par la plateforme KICS
partage de connaissances sur des sujets directement pertinents aux enjeux nationaux et internationaux. Et nous faisons tout cela en établissant des liens entre les décideurs par le travail des chercheurs pour consolider les échanges et favoriser la recherche de solutions. Alors, cela se fait déjà au niveau régional, dans tous les pôles régionaux depuis avril. Nous avons entendu les priorités nationales telles que décrites par les parties prenantes et nous avons donc pu établir nos propres priorités. Avec le programme KICS, nous avons pu identifier ce qui fonctionne, ce qu'il faut améliorer et ce qui ne fonctionne pas, car après tout, il s'agit de recherche et nous visons à trouver la meilleure solution. Alors, permettez-moi de conclure en rappelant à tout le monde que la COVID-19, qui nous donne l'occasion de faire partie de ce symposium virtuel, a eu une énorme incidence sur les enfants partout dans le monde. 1,5 milliard d'enfants n'ont pas accès à l'école à cause de la COVID en ce moment. Donc, c'est grave. L'éducation des générations futures est en jeu avec cette crise de la COVID. Le défi à cause de cette pandémie fait ressortir encore plus l'importance de ces plateformes, de ces programmes où nous pouvons continuer de travailler, d'apprendre et de discuter des options à notre disposition pour les générations futures. Comme nous l'avons vu, alors cette pandémie nous entoure. Nous ne savons pas quand elle sera réglée, mais nous ne voulons pas perdre de terrain en ce qui concerne l'éducation et nous devons donc trouver des solutions à la hauteur de ce nouveau défi. Pour conclure, j'espère que vous aurez l'occasion d'avoir de bons échanges, de faire le point de votre propre expérience et de discuter des meilleures solutions pour l'avenir. Je suis très heureux, ainsi que tous mes collègues du CRDI, de participer à ce partenariat mondial pour l'éducation, à ce symposium virtuel de la plateforme KICS. Je vous souhaite bon succès et j'ai hâte de voir les résultats de ces conversations. Voilà, sans plus tarder, je vous remercie et je donne la parole à ma collègue et amie Alice Albright. Alice est directrice générale du programme, directrice exécutive du Partenariat mondial pour l'éducation. Elle est à Washington. Alice, merci d'être là et merci à tous vos membres de soutenir cet effort. Merci beaucoup, Jean, de cet accueil chaleureux. Bonjour à tous nos chers amis du CRDI. Nous avons été tellement heureux de pouvoir travailler si étroitement avec vous pour lancer le programme KICS. Ça a été formidable et très opportun vu tout ce qui se passe en ce moment. Alors, je voudrais faire quelques commentaires très brefs. Je sais que Trisha, Ian et bien d'autres approfondiront beaucoup, mais voilà, pour commencer, ceux qui connaissent moins le PME, le Partenariat mondial pour l'éducation, nous sommes un partenariat donc avec de multiples parties prenantes qui réunit des partenaires afin d'aider les gouvernements à créer de bons systèmes d'éducation. Nous offrons des subventions à 70 pays en développement pour les aider à offrir des services d'éducation de qualité. Le KICS et l'approche du PME qui relie donc l'innovation, la connaissance dans le domaine de ce partenariat. Alors, on peut comparer le secteur de l'éducation à bien d'autres secteurs. Le volume de financement investi dans le transfert de connaissances, l'échange de connaissances en éducation, relativement parlant, comparé à la santé, est bien inférieur à celui de la santé, par exemple. Donc, nous avons réfléchi à cela. Comment mettre au point pour consacrer des sommes
au partage des connaissances. Nous l'avons fait par l'entremise de KIX et nous sommes très heureux d'y travailler avec le CRDI. Nous finançons quelques 76,5 millions de dollars d'initiatives et donc c'est la plus grande plateforme de cette nature. Elle aide surtout les gouvernements et les partenariats à générer du savoir, à le partager, à adopter aussi des innovations et à faire face aux défis d'établissement de politique. Donc, c'est une ressource très vitale. Et c'est une ressource surtout qui fait le lien avec les connaissances au niveau mondial et la demande au niveau local. Nous avons fait un appel à proposition afin de trouver un bon partenaire et nous avons trouvé cet excellent partenaire ce partenaire qui est le CRDI, nous en sommes enchantés. Il a fallu beaucoup de travail dans les coulisses pour consolider tout cela et j'ai surveillé ce travail de très près. J'étais assise à côté d'Ian McPherson quand on était au bureau et j'allais toujours aux nouvelles et j'étais toujours tellement heureuse d'apprendre que les choses allaient fort bien. Spécifiquement, l'équipe KIX a fait d'énormes progrès, a pu établir 4 pôles dans le monde entier qui réunit des partenaires régionaux. Ian vous expliquera où se trouvent ces pôles, mais ils sont donc étalés dans le monde. Nous avons déployé 24 millions de dollars vers 12 subventions mondiales, 12 millions de plus aux organismes du Sud. Et donc, nous avons déjà réalisé beaucoup de progrès pour mettre en place cette empreinte opérationnelle du programme KIX. Et il a fallu beaucoup de travail très soigneux pour mettre tout cela en place et cela contribue à la crédibilité, à la légitimité du programme KIX dont le fonctionnement, dont les rouages sont bien compris. Le programme KIX jouera un rôle très important, je pense, et il en reparlera, dans la réponse à la pandémie de la COVID. Je n'en parle pas, il en reparlera. Maintenant, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le partenariat mondial pour l'éducation et ce qu'il fait pour la COVID. Tout le monde sait que les fermetures d'écoles requises pour donner une réponse sanitaire à la COVID a été sans précédent et des millions d'enfants ont été privés de l'école. Le PME a regardé tout cela au début du mois de mars et nous nous sommes dit, bon, cela entraînera une crise de l'éducation massive. Nous nous sommes mobilisés 500 millions de dollars pour aider les pays à établir leur propre réponse à la COVID. J'ai approuvé 130 millions de dollars de plus dirigés vers 54 pays pour faire face à l'incidence de la COVID sur l'éducation. Donc, en termes généraux, l'argent servira à 4 choses. Explorer l'apprentissage à distance dans les pays en fonction de la technologie à disposition dans ces pays, qui est faible, moyenne. Cette pandémie marginalise les petites filles, nous le savons, dont la possibilité de continuer de fréquenter l'école sera compromise. Notre financement aidera les pays à rouvrir leurs écoles en toute sécurité et cela permettra de nous préparer à d'autres crises, des crises futures. Donc, beaucoup de choses se font. La COVID souligne l'utilité de continuer d'investir dans l'innovation, dans les mises à l'échelle, dans la recherche de solutions pour aider les pays à faire face à des crises comme la COVID. Et en fait, c'est l'ADN d'une certaine mesure du programme KIX. Nous en reparlerons prochainement. Ce que nous avons pu voir au cours des 3 derniers mois, mais nous en avons entendu parler à multiples reprises de la part des ministres du Partenariat mondial pour l'éducation, c'est à quel point on cherche à transformer l'éducation, qu'il s'agisse des programmes d'études, qu'il s'agisse du téléenseignement, de la formation des enseignants. Et donc, le programme KIX aura un rôle vital à jouer dans ces 6 domaines. Quant à la transformation de l'éducation, le PME
se trouve dans un processus de planification stratégique. Nous arrivons presque à la fin. Ça a été un processus très riche. Mais si je devais résumer notre nouveau thème, nos nouveaux objectifs, il serait la transformation de l'éducation. Nous venons de nous donner une nouvelle image de marque, un nouveau logo. Donc, c'est PME transformation de l'éducation. Et voilà, tout va concourir à cet effort de transformation de l'éducation. Vous serez très occupés. Nous sommes impatients de continuer de travailler avec vous et de continuer de lancer tous ces éléments du programme KICS. Je reviens toujours à la notion voulant que le secteur de l'éducation a sous-investi au niveau des connaissances. J'espère que le programme KICS pourra changer cela. C'était nécessaire avant la COVID. Ça l'est d'autant plus maintenant et j'espère que les enseignements tirés pendant la période de la pandémie pourront continuer et que toutes ces idées continueront d'intéresser nos pays membres, nos pays partenaires. Voilà, je m'arrête là. Je dirais, pour conclure, que beaucoup de travail s'est fait, du travail de détail pour lancer le programme KICS. Cela se fait dans les coulisses. Ce sont des héros, disons, très discrets qui s'en occupent, mais que je veux remercier très sincèrement d'avoir fait tout ce travail de base qui fera la preuve de l'utilité du programme KICS à plus long terme. Donc, merci à tous pour cela. Je donne la parole à Tricia, qui est la chef de programme au CRBI. Nous avons adoré travailler avec vous. Je vous remets la parole et merci à tous d'avoir organisé ce symposium. Merci beaucoup, Jean et Alice, d'avoir lancé ce premier symposium du KICS. Alors, à moi de vous dire ce que le programme a accompli jusqu'à présent. Et donc, le programme KICS est un programme d'échange de connaissances et d'innovation entre les pays. L'objectif est de mobiliser des preuves, de générer des données probantes pour renforcer les systèmes d'éducation. Notre première année a vraiment porté sur l'organisation de la fondation pour favoriser l'apprentissage et lancer la première série de projets. Nous voulions maintenir, préserver 4 grands principes. D'abord, le KICS est axé sur les pays. Les processus sont transparents. Troisièmement, nous voulions que le programme puisse s'adapter et répondre aux besoins des pays, mais au contexte changeant. Et 4, nous voulons renforcer d'autres mécanismes du PMA et pratique. Nous avons 2 fonctions au KICS. Le KICS favorise l'échange de connaissances directes, 4 pôles régionaux qui lient ensemble les parties prenantes de l'éducation de ces 4 régions pour échanger des idées et s'entraider. Et j'ai vu, en fait, au début du symposium, combien de participants nous avions dans tous ces pôles. Et bienvenue à vous tous à ce symposium aujourd'hui. Nous avons aussi un mécanisme de financement pour créer des données probantes pour l'éducation. Toute une série de projets ont commencé cette année, un autre commencera l'an prochain. Et encore une fois, si je regarde la liste des inscrits au symposium, je vois que beaucoup de chercheurs, d'ONG et d'autres organismes multilatéraux sont là et font tous du travail dans le domaine de l'éducation. Prochaine diapositive. La première priorité a été de donner forme au pôle d'échange de connaissances et d'innovation pour favoriser l'apprentissage par les pairs dans les pays. Cette carte montre les 4 pôles régionaux, les organismes qui s'en occupent. En Amérique latine et les Caraïbes, c'est le SUMA qui travaille avec l'Organisation des États des Caraïbes de l'Est. En Afrique, il y a 2 pôles. Un qui est dirigé par l'Institut international de consolidation des capacités de l'UNESCO et travaille avec le bureau de l'UNICEF à Nairobi, en Union africaine. L'autre est dirigé par l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, la Conférence des ministères de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie.
Enfin, NORAD, le réseau mondial, dirige le pôle qui s'occupe des pays d'Europe et d'Asie-Pacifique. Les pôles partagent les mêmes objectifs et leurs stratégies sont adaptées aux caractéristiques de leur région et aux forces de chaque organisation. Et chacun nous parlera de ses projets dans un moment. Les subventions ont commencé le 1er avril cette année, juste au moment où tous les systèmes d'éducation ont fermé à cause de la COVID. Alors, nous avions bien sûr prévu des réunions internationales, mais bien sûr, il n'y avait plus de déplacement possible. Alors, dans la première question concernant les parties prenantes dans le domaine de l'éducation et la rétroaction de cette réunion que l'on retrouve donc à travers le PME, c'est qu'on devait continuer. Alors, je suis certaine, comme ceux aussi qui participent au symposium, on a changé immédiatement vers des stratégies virtuelles et nous nous sommes plongés dans nos activités. Alors, bien sûr, c'est une invitation volontaire à la participation des pays et sur une base de volontariat. Donc, bien sûr, avec la COVID, nous ne pensions pas que tous les pays allaient vraiment s'engager à participer. Nous sommes bien heureux de voir que 70% des pays ont eu justement des représentations lors des événements des pôles. Ensuite, ils ont commencé également aussi à engager des personnes au niveau des ministères de l'Éducation, mais la vision, c'est que chaque pays pourrait identifier un groupe de 5 personnes, aussi bien des groupes d'éducation locale et des ministères qui seraient une sorte de délégation nationale qui pourrait justement établir un lien entre KICS et les processus nationaux. Un grand nombre de pays avaient déjà identifié ces pays et la participation, c'est plus de 500. Lorsque l'on regarde un petit peu donc la situation. Ce qui veut dire que ces pôles facilitent les échanges. Par exemple, on voit donc des représentants du Rwanda et de Nedia qui vraiment comparaient l'évaluation des compétences et partageaient des stratégies, notamment au niveau de NORAG, également les politiques en matière d'égalité entre les sexes. Alors, il y a un grand nombre de limitations, bien sûr, pour les réunions virtuelles par rapport aux réunions en personne, mais cela s'avérait que ça pouvait fonctionner et qu'il fallait peaufiner nos stratégies parce que nous allons être dans ce contexte de la COVID pendant un certain temps. Diapo suivante. Alors, l'année dernière, on a également lancé justement un appel pour des projets sur les différents systèmes d'éducation. Il y a eu 180 propositions qui ont été présentées et on a pu en financer 6. Toutefois, comme nous avons vu qu'il y avait beaucoup de propositions justement de haute qualité, le conseil d'administration du PME a décidé donc de pouvoir doubler le nombre de projets, donc c'est-à-dire 12. Et là, on voit justement les sujets sur lesquels ils se concentrent. La moitié d'entre eux se concentrent sur le développement professionnel des enseignants, comme par exemple lorsqu'on essaie d'avoir des options qui soient intéressantes sur le plan coût-efficacité, d'avoir de meilleurs ces systèmes d'apprentissage et de mentorat. Ensuite, on voit aussi les modèles d'apprentissage numérique et mixte, notamment pour les personnes, les populations déplacées, les réfugiés, pour l'alphabétisation de ces populations déplacées. Ensuite, intégrer le développement de la petite enfance dans la planification du secteur de l'éducation. Se concentrer également sur renforcer l'utilisation des données dans les systèmes éducatifs et d'autres regardent la mise à échelle des initiatives communautaires pour l'éducation préscolaire, l'alphabétisation et l'évaluation d'apprentissage. Pour comprendre justement comment les enfants peuvent obtenir un apprentissage, donc notamment dans le domaine du calcul. Alors, ces projets sont actifs dans 42 des 68 pays membres du PME. Et il y a également aussi la mise en œuvre qui concerne 34 organisations, dont 12 sont basées dans les pays du Sud. Et dans chaque projet, on met l'accent sur l'égalité entre les sexes, l'équité et l'inclusion, qui sont des valeurs vraiment au cœur du partenariat mondial, du PME, du CRDI et bien sûr de KICS. Et également, on veut non seulement identifier de bonnes idées pour les projets pilotes, mais également comprendre qu'est-ce que cela signifie pour la mise à échelle des capacités dans les approches innovantes, et notamment dans ce qui est soutenu par le PME, et ce sont des contextes souvent représentant de grands défis. Donc, c'est un thème dans nos projets. Et nous avons aussi financé un projet séparé qui vraiment examine cette question de la mise à échelle. Donc, ainsi, on travaille avec un ensemble de projets KICS et également avec les systèmes d'éducation et ses parties prenantes pour améliorer justement la mise en échelle. Alors, ça a commencé il y a quelques mois, ces projets, mais ils sont peut-être intéressants maintenant, même avant que les premiers résultats viennent, parce qu'ils sont conçus pour améliorer aussi les innovations
dans le domaine de l'éducation. On va entendre parler de 2 de ces projets, mais vous avez plus d'informations sur le site web. Diapo suivant. Alors, comme les pôles ont commencé à engager les pays, ils ont voulu justement essayer d'identifier quels étaient les défis, parce que ce sont ceux qui vont justement être au cœur, justement, des appels de propositions de KICS. Alors, on a examiné les plans, les analyses régionales et également un engagement avec les pays engagés pour voir quels étaient leurs systèmes d'éducation. Il y en a donc 627 qui ont en fait répondu à des sondages. Et si vous voulez voir justement un bilan de 2020 pour les priorités principales, pour les pays à revenus faibles, vous pouvez voir un petit peu sur le site web ce qui s'est passé et les résultats de ces sondages. Là, c'est justement un exemple. On voit que les priorités régionales, par exemple, les appels régionaux qui viennent du pôle, on veut essayer de justement mobiliser également aussi la formation initiale et continue d'enseignants et leur professionnement, offrir des possibilités aux jeunes et aux jeunes non scolarisés à cause de conflits, de marginalisation ou à cause de la COVID-19 et comment promouvoir l'égalité entre les sexes, la réussite des filles à l'école. Et également l'enseignement et l'apprentissage bilingue et multilingue de qualité pour soutenir également l'enseignement dans la langue maternelle. Alors, il y a déjà des appels qui est fermé. La semaine dernière, il y en a 3 qui sont ouverts, mais il faut que ce soit des organisations du Sud qui soient responsables de ceci. Mais ils peuvent également les présenter également au nom d'organisations qui se trouvent dans la région ou dans la région. Alors, si vous êtes intéressé à faire une demande, regardez, consultez justement la page de financement et de KICS. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, entendre parler de vous. Et l'impact de la COVID-19 est inscrit, bien sûr, dans les appels régionaux. Et nous avons compris également que KICS devrait traiter directement de la pandémie. Alors, vous aurez davantage, certainement, du projet sur l'observatoire de la COVID-19 que KICS va lancer. Ensuite, autre diapo. Il y a beaucoup plus d'informations sur notre site web, je pense qu'on a déjà mentionné, donc le www.gpekix.org en français pour la version française. Alors, cela a présenté bien sûr à la fois des projets tout à fait enthousiasmants, mais avec des défis. Nous savons que rien n'est parfait, mais nous voyons que les pays établissent des liens, sont connectés, ce qui nous permet justement d'aller de l'avant, de continuer. S'ils ne voulaient pas le faire, eh bien, ils ne pourraient pas le faire chez eux à partir peut-être de l'Éthiopie ou de n'importe quel autre endroit ou lorsqu'on travaille à partir de chez soi. Alors, ces liens, ces connexions sont très importantes et ça a été vraiment une grande joie de rencontrer ces nouveaux partenariats. Il est temps justement d'entendre parler d'eux. Voilà, je conclue sur ce point. Stéphanie, je vous redonne la parole. Merci, Trisha, justement, de cet aperçu excellent des progrès réalisés par KICS et merci également à Jean Lebel et à Alice Albright. Ensuite, nous allons essayer de, bien sûr, rester sur la bonne voie en termes de la COVID-19 pour KICS et comment, justement, on va demander de parler de leurs initiatives, de leurs expériences et donc maintenir le KICS sur la bonne voie. En préparation du symposium, nous allons essayer de montrer en premier lieu une petite vidéo avec des représentants des 4 pôles régionaux KICS et ensuite nous aurons une discussion de groupe avec des partenaires de 3 projets financés par KICS. Dans la vidéo, vous allez entendre d'abord Victoria Sechachi Kanove, qui est la coordinatrice principale pour l'Institut international de l'UNESCO pour l'élaboration des capacités en Afrique et également aussi pour le point de focalisation d'Afrique. Et ensuite, Veru Chacon, qui est le directeur du pôle pour la région des Caraïbes et de l'Amérique latine, pour KICS. Et ensuite, Dr. Mamla Sissoko-Touré, qui est le coordinateur pour donc le pôle Afrique 2021. Et en dernier lieu, José Félix Canela, qui est donc le dirigeant des EAP. Alors, nous allons en premier lieu jouer cette vidéo de Since its inception in April 2020, the KICS Africa 19 Hub has engaged with more than 19 countries who have nominated their focal points and have validated the country needs and priorities.
The hub has held at least 2 meetings every month and has also engaged with the GPE focal points and local education groups. This has been a great opportunity to foster country ownership and visibility of the hub. The advent of the COVID-19 pandemic has, however, slowed down the responsiveness and participation of some country focal points in the KICS Hub activities as well as online meetings. The pandemic has also created the need to strengthen teachers' competences in the use of ICTs for teaching and learning and assessment, given that most learners are out of school. This has also created the need to devise new strategies to reach out to the marginalized children who are completely missing out on education. In the context of COVID-19, and recognizing that we are living in extremely challenging times, we at SUMA and OECS are very pleased to share with you that the KICS Hub for Latin America and the Caribbean already has 35 representatives from the 8 country partners of the Global Partnership for Education. Amazingly, the members of this KICS Regional Hub are working in different institutions and environments, such as the Ministry of Education, national NGOs, Teachers Union, and academia. The most notorious impact of COVID-19 has been on national education budgets, with the reallocation of public resources from the sector to support other social and economic challenges. In the context of the pandemic, the education sector is reinforcing previous priorities, such as the teacher professional development, initiatives like teacher training on distance learning, and the pedagogical use of information and communication technologies, or monitoring the learning progress of every student through the design and implementation of educational leveling plans to face the growing learning gaps of the most vulnerable. Finally, countries are also tackling the challenges imposed by COVID by first addressing the overall well-being of students and teachers. Dans le cadre de la mise en place du Centre KICS Afrique 21, nous avons enregistré une participation active des pays membres et une forte demande de la nécessité d'avoir un espace d'échange et de collaboration entre les pays et avec le Centre KICS Afrique 21. La pandémie de la COVID-19 nous a donné l'opportunité de réévaluer les priorités dans le secteur de l'éducation, comme les problématiques de l'égalité des genres, comme la problématique de la formation des enseignants pour l'acquisition, par exemple, des compétences clés dans le domaine du numérique afin d'assurer, n'est-ce pas, la continuité pédagogique. We are having a very positive response. More than half of the 21 countries have already a KICS steering committee, with about 70 representatives from governments and education stakeholders. Some encouraging feedback. From Asia and Pacific, we heard this project is responding to their pressing needs. In Europe and Central Asia, there is confidence in what we are doing and how we are doing it. We confirm the importance of languages in our hub, especially the use of Russian and Arabic. COVID-19 and its impact on the education sector has emerged as a priority area. Countries have had to come with imaginative solutions and learn by doing. There is consensus on the need to share this effort with all education stakeholders. We know COVID has exacerbated education inequalities. Leaving no one behind is an absolute priority that goes beyond this crisis and is at the heart of our work to strengthen education systems and to promote and protect the right to education. Merci aux représentants des pôles de leur participation à cette vidéo. Nous apprécions tous les efforts qui ont été faits pour le réaliser également. Malgré les circonstances, on voit que vous êtes encore très actifs et nous l'apprécions. Maintenant, nous allons donc avoir une discussion de groupe qui sera menée par First
Lorenzo Ceballo, qui est mon collègue, qui est un spécialiste principal des programmes pour l'échange d'informations. Il va vous présenter les différents membres de ce groupe de discussion. Il va poser des questions pendant que se déroule ce panel, cette discussion. Merci Stéphanie. Bon matin, bon après-midi à tous. Le groupe de discussion va parler de la manière dont KICS a réussi à se maintenir sur la bonne voie malgré le contexte de la COVID-19. Afin de faire ceci, en préparation du symposium, nous avons 3 panélistes ou 3 orateurs et oratrices qui vont parler. Donc, on avait Trino, qui vient des Philippines, directeur de ce qu'on appelle le FIT-ED, qui est donc la directrice exécutive de la Fondation pour la technologie, l'éducation et le développement, et qui donc gère ces programmes. Renaud Combat, qui est un dirigeant des recherches, donc de l'UNICEF Innocenti, et donc dans la ville de Florence, en Italie. Et si je comprends, donc également, il est basé à Aix-en-Provence. Et ensuite d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, nous avons M. Chem Okorebodo, qui est donc le responsable principal des programmes, et notamment du programme de l'Observatoire de la COVID-19 pour l'Afrique donc occidentale. Alors, bienvenue à tous les 3. Mais avant de commencer avec les questions, j'aimerais vous expliquer rapidement comment ces groupes de discussion vont fonctionner, et également pour le public. Vous aurez l'occasion de poser des questions aux membres de ce groupe de discussion qui répondront à la fin de la présentation. On va essayer de répondre à autant de questions que possible. Et pour pouvoir justement participer, il y a ce bouton en haut, participation, en haut de votre écran. Également, inscrire votre courriel et ensuite inscrire votre question et toujours appuyer sur le bouton envoyer. Et vous ne devez pas attendre la fin de la présentation pour nous soumettre vos questions. Vous pouvez le faire au fur et à mesure que les présentations se déroulent et nous allons bien sûr les réunir à la fin de la présentation. Sans plus tarder, j'aimerais donc souhaiter la bienvenue à Victoria El Tigno et peut-être poser la première question en commençant avec Victoria. J'aimerais que vous puissiez nous donner un aperçu rapide donc de ce que le contexte de vos projets, dans quel contexte donc ils se produisent et se déroulent, et sur la base de ce contexte, peut-être nous donner une meilleure compréhension de la manière dont les projets ont été peut-être touchés par la COVID-19. Alors, Victoria, on va commencer par vous. Merci Florencio et bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à ce groupe de discussion. Comme nous l'avons dit, nous avons un programme de subvention internationale où on veut justement avoir des approches de développement en Honduras, au Pakistan, entre autres, et il s'agit de pouvoir tester et de faire un petit peu d'adapter afin d'améliorer les modèles donc du développement des professionnels des enseignants et également aussi sur l'éducation basée sur l'information ou la technologie de l'information, donc ce qu'on appelle donc FIT-ED, et également les mises à échelle. Donc la recherche va justement regarder aussi les questions d'équité, d'égalité, au fur et à mesure qu'on fait une adaptation et une mise à échelle dans 3 contextes différents dans chaque pays pour tirer des leçons et des réflexions qui seront nécessaires donc pour les pays qui font partie du partenariat, du PME. Alors pour donc en Honduras, il y a une réflexion sur la réforme de l'éducation. Toutefois, il se trouve à différentes étapes de développement en ce qui concerne l'escale. Alors, le ministère de l'Éducation de l'Honduras, par exemple, a mis sur pied une plateforme en ligne qui doit permettre justement d'avoir cet enseignement de professionnel en continu et également avec des stratégies aussi d'apprentissage.
en ligne qui permet justement d'offrir des cours en ligne, et ils ont fait aussi des expériences de modèles un petit peu mixtes de formation. Par ailleurs, donc au Ghana, donc la formation continue, c'est encore en personne dans les écoles des districts, et pour essayer justement de soutenir les approches donc de développement professionnel, ils se retrouvent dans les communautés scolaires, et on essaie de renforcer également aussi le leadership dans les écoles. Et en dernier lieu, l'Ouzbékistan n'a pas à l'heure actuelle un système formal pour la formation continue. Il y a bien sûr des formations obligatoires qui sont suivies par les enseignants une fois tous les 5 ans en personne, et c'est suivi par 128 heures de formation à distance et qui amènent à un examen formel. Donc, leur plan du secteur de l'éducation note que ce système est fondé sur des incitations pour les enseignants de parfaire leur formation à leurs frais. Et donc, les 3 pays cibles et les 5 autres pays où nos experts techniques se trouvent sont à différents stades de fermeture lorsque le projet a été lancé en avril. Ce qu'il faut savoir, c'est que les téléenseignements, évidemment, intéressent tout le monde et tous les gouvernements. Les modèles se sont donc perfectionnés. Mais pour ce qui est de la mise en place de projets, nous avons eu des ralentissements de travail. Et donc, les activités de la première année vont se poursuivre pendant 2 mois supplémentaires. Et donc, différents pays ont formé des comités directeurs par l'entremise des groupes d'éducation, et il a fallu compter plus de temps pour tout ce travail. Et donc, toutes les réunions qui étaient prévues en personne ont dû se faire virtuellement. Nous avons donc annulé la réunion médiale qui aurait réuni les équipes. Et au niveau des pays, ils ont eu des échanges avec les parties prenantes. Enfin, la collecte de données pour notre première évaluation du système de formation professionnelle ont dû se faire à distance, virtuellement. Voilà, je m'arrête là et Florentino, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Victoria. Nous allons maintenant passer à Renaud, même question. Donc, donnez-vous un rapide aperçu du projet, du contexte de celui-ci et des effets de la COVID sur le lancement de votre projet. Absolument. Merci, et merci au PME, au CRDI d'avoir organisé ce symposium. Et donc, notre initiative a été lancée par l'Université de la Finlande en 2014. Elle offre un soutien technique adapté au pays, la consolidation des capacités aux différents ministères de l'éducation pour l'utilisation des données au niveau des écoles, des systèmes et des communautés. Depuis 2019, notre projet comprend une nouvelle phase de recherche financée par le programme KICS. Et donc, le secteur mondial de l'éducation traverse une crise d'apprentissage. Cela étant, même dans les contextes les plus difficiles, il y a toujours certains éléments positifs et certaines écoles qui surpassent toutes les autres au niveau de l'équité, de l'apprentissage, etc., et qui fonctionnent avec le même genre de ressources. Et donc, les résultats améliorés doivent être liés à des pratiques, des comportements, des activités de gestion, d'approche pédagogique ou de participation de la communauté des parents. Malheureusement, ces écoles n'ont pas été identifiées et on ne sait même pas ce qu'elles font dans leurs écoles qui fonctionnent. Et on en sait encore moins au sujet des lacunes en matière de mise en œuvre qui permettraient de mettre en place ces pratiques optimales et ces comportements dans les écoles dont les résultats sont moins bons. Donc, ce projet se situe dans 8 pays, sur 2 continents. Dans ces 8 pays, comme dans le reste, dans le monde, la pandémie
complique les choses et rend l'économie très faible. Et donc, tout cela a été un grand défi. Grâce à la présence de l'UNICEF sur le terrain, avec 900 experts en éducation dans le monde et nos liens privilégiés avec les ministères de l'éducation, nous n'avons pas subi de retard trop prononcé jusqu'à présent, mais nous faisons très attention à la façon dont nous interagissons avec les parties prenantes des pays. Nous faisons très attention à la clarté de nos communications et de nos demandes à l'égard des ministères de l'Éducation. Merci, je vous rends la parole. Merci Renaud. Dernière personne, mais non la moindre, qui répondra donc aux mêmes questions, notre collègue Shem Okorebodo. Shem, à vous la parole. Merci Florencio. Grâce aux subventions d'1 demi-million de dollars du PME géré par le CRDI, ADA a mis au point un observatoire des réponses de l'éducation à la pandémie en Afrique, et nous le faisons avec l'Union africaine et le Centre d'éducation, le CFA en Afrique, et grâce au soutien technique de l'Institut de l'UNESCO pour la statistique. L'objectif global de ce projet étalé sur 18 mois consiste à recueillir, analyser, synthétiser et partager de l'information sur les données probantes concernant les politiques et les réactions à la COVID au niveau de l'éducation primaire et secondaire dans les 14 pays membres d'Afrique, en nous concentrant sur le genre, l'équité et l'inclusion pour éclairer nos interventions à l'avenir et nous permettre de soutenir les systèmes d'éducation dans le cadre de crises futures. Cela se fait dans un continent avec l'une des populations les plus jeunes au monde, un continent très varié au niveau de ses pays, de sa démographie, de ses cultures, ses traditions, ses statuts socio-économiques et ses systèmes d'éducation. C'est également dans un contexte où de grandes proportions de la population semblent faire face aux défis de la technologie beaucoup mieux que ceux qui s'occupent des politiques. Le fil conducteur de cette diversité, toutefois, est celui des besoins des pays africains et de la concurrence à l'égard des ressources limitées disponibles. Les pays doivent donc innover pour faire face aux défis, trouver des solutions novatrices pour faire bouger les choses et veiller à ce que l'intérêt supérieur des enfants prédomine. Évidemment, adopter cette vision passe par l'établissement d'une Afrique paisible et développée. Évidemment, la pandémie de la COVID nous a forcés à utiliser différentes approches pour communiquer avec les pays, avec nos partenaires. Il a fallu limiter les réunions avec les décideurs et les technocrates et opter pour des plateformes virtuelles. Il a fallu utiliser de plus en plus nos réseaux et nos points focaux dans tous les pays. C'est ainsi que nous avons pu nous adapter à... Voilà. À vous, Florencio. Merci beaucoup, Shem. Donc, la prochaine question s'adresse à tous les membres du panel et je voudrais commencer par Victoria à nouveau. Alors, voici la question. La COVID a eu une incidence sur votre capacité à faire du travail sur le terrain avec les enseignants et avec les communautés scolaires au Ghana, au Honduras. Il a été difficile de faire de la recherche avec la communauté sur le terrain. Et c'est un aspect, évidemment, de votre projet, de votre recherche sur la formation professionnelle. Comment vous êtes-vous adapté à ce défi, à ces difficultés et à cette incapacité de faire de la recherche sur le terrain auprès des enseignants et des communautés? Victoria,
Merci, Florencio. C'est une bonne question. Alors, il a fallu faire des réunions plus fréquentes et plus courtes, virtuelles, pour renforcer les relations avec nos partenaires. La planification doit donc se faire par étapes aussi. Il n'est pas possible de savoir ce qui sera faisable dans quelques mois. Il a fallu fonctionner à plus court terme. On ne sait pas si les écoles pourront rouvrir, si elles resteront réouvertes ou si elles devront fonctionner autrement. Il a fallu faire preuve de créativité pour rejoindre les participants aux recherches, explorer d'autres avenues et toujours avoir un plan B. Pour ce qui est des instruments de recherche, il n'est pas idéal de faire des entrevues de groupe ou des discussions virtuellement parce qu'il y a trop de questions d'équité, de participation et trop de choses que l'on rate au niveau de la communication non verbale que l'on fonctionne virtuellement. Donc, nous avons opté pour des sondages en ligne, virtuels, mais très courts, compte tenu de ces contraintes. C'est quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience. Merci, Florencio. Renaud, pour vous et votre projet qui compte sur la capacité des gouvernements à produire et à utiliser des données, des statistiques vitales de différents ordres. Donc, dans le contexte de la COVID, est-ce que vous pensez que les priorités ont changé dans les gouvernements? Et est-ce que leur capacité à utiliser les données comme source d'information éclairant les prises de décision? Avez-vous vu des changements de ce côté? Oui, c'est une excellente question, Florencio. Comme je l'ai dit tantôt, nous analysons ce qui fonctionne dans les écoles où les pratiques sont bonnes. À cette fin, nous allons mener différentes étapes de la recherche. Les 2 premières seront des analyses quantitatives. Nous allons utiliser les données administratives, les recensements auprès des ménages. Ces analyses nous permettront d'identifier les facteurs contextuels et de ressources qui ont une incidence sur la performance des écoles. Et cela doit se faire avec les ministères de l'Éducation, les groupes d'éducation sur le terrain. Donc, cette étape n'a pas subi le contre-coup de la COVID, sauf que la plupart des ministères ont cessé leur collecte de données au début de mars. Et donc, nous allons devoir travailler avec des ensembles de données de 2018, de 2019, ce à quoi nous ne nous attendions pas. Et puis, pour 2020, pour 2021, nous avions prévu faire de la collecte de données sur le terrain, mais évidemment, nous devrions continuer de surveiller la situation dans chaque contexte et nous assurer que les risques sont faibles avant de pouvoir aller faire ce travail sur le terrain. Merci beaucoup, Renaud. Avant de repasser à Chem, je voudrais rappeler à tous que vous pouvez soumettre des questions par l'entremise de la boîte de discussion, par courriel également. Donc, dans l'espace fourni à cette fin. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Chem, votre projet est un peu différent. Il a été créé à cause de la COVID. Donc, c'est un observatoire de la COVID en Afrique de l'Ouest. C'est un projet récent. Personne ne s'attend donc à ce que vous ayez recueilli beaucoup de données à ce jour. Malgré tout, je me demande si vous avez déjà pu identifier, à tout le moins, la demande en données probantes liées à la COVID que les ministres de l'Éducation et d'autres parties prenantes importantes de la région communiquent. Quel genre de données ces organismes, de quel genre de données ces organismes ont-ils besoin et sous quelle forme? Comment ces données probantes pourraient être plus utiles? Avez-vous des idées sur la question, Chem? Merci, Florencio, de cette question.
Alors, nous avons commencé à interagir avec les pays en mars. Et les données montrent qu'il est important de soutenir les pays pour les aider à faire face aux défis attribuables à la COVID par rapport au système scolaire, au système d'éducation. Donc, la préparation des enseignants et leur soutien. Question de l'accès limité à l'apprentissage, la protection des budgets pour le secteur et le financement de celui-ci, la question de l'évaluation et les défis que nous voyons au niveau de la préparation des écoles à la réouverture, des conseils à ce sujet, des boîtes à outils. Et nous avons aussi des enjeux au niveau du bien-être des apprenants et des conséquences des fermetures d'écoles. Je la comprends, des enjeux comme celui de la nutrition, parce que nous avons des programmes d'alimentation dans les écoles qui n'existent plus, des questions donc de bien-être et de santé. Avec l'optique de l'inclusion et de l'équité, notre observatoire analysera toutes ces données, toutes ces réactions et les formatera afin d'aider les décideurs à prendre des décisions éclairées. Nous utilisons donc des modèles différents. Nous allons aussi documenter la recherche et les interventions en matière de COVID en lien avec ces enjeux. Enfin, nous allons faire ressortir les pratiques prometteuses sur la base des recherches effectuées, présentant un potentiel intéressant pour les décideurs. On peut souligner, par exemple, que dans ce travail, nous allons avoir des échanges avec les deux pôles africains afin de pouvoir nous entraider, parce que les deux font du travail de ce côté. Donc voilà, ce serait ma réponse à votre question. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Cham. Avant de passer aux questions des participants, et la question s'adresse à tous les trois, je me demande si vous voyez des éléments communs, des enseignements communs par rapport à la recherche, par rapport à des projets réussis sur l'éducation dans le contexte de la pandémie. Est-ce que vous voyez des leçons communes qui émergent de tous ces projets dans les différents pays, donc et dans toutes vos initiatives? Renaud, est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? Oui, tout à fait. Merci, Florencio. Et pour avoir écouté Victoria et Cham, j'ai l'impression que tous les enseignements appris par eux seront utiles pour nous. Les ministères de l'Éducation se retirent un peu de leurs objectifs à long terme, tels qu'énoncés dans leur plan, vers des objectifs à plus court terme de réouverture des écoles. Dans le cadre du projet DMS, nous avons été impressionnés par l'utilisation des données qui reste une priorité des ministères de l'Éducation. Au Népal, par exemple, et dans d'autres pays, c'est le cas des plans, des échéanciers ont déjà été convenus et la recherche a même été incluse dans l'analyse de ces pays. Donc, c'est un très bon signe qui montre que même pendant la pandémie, le rôle de la recherche et des données probantes reste une priorité pour les décideurs. Pour ce qui est des enseignements tirés, et nous continuons d'apprendre des leçons, il y a certains éléments qu'il faut garder à l'esprit au fur et à mesure que la recherche évolue. Par exemple, notre façon de communiquer avec le fonctionnaire des ministères de l'Éducation. Plusieurs parties prenantes essaient d'interagir avec ceux-ci pour mettre en place des programmes. Si la recherche est critique, il faut faire un plus grand effort pour assurer une bonne coordination entre les bailleurs de fonds, les partenaires, les ministères, afin de ne pas dédoubler le travail, de bien communiquer et de faire fond sur l'excellent travail effectué par d'autres. Travail qui existe déjà. Merci beaucoup, Renaud. Victoria, est-ce que vous avez des commentaires sur la question, sur ces leçons communes? Oui, je suis d'accord avec tout ce que Renaud vient de dire et je pense que j'ajouterais que
qu'a fait ressortir la situation actuelle est l'importance de la confiance qui sous-tend toutes les relations que nous établissons et l'importance de déployer des efforts pour que, malgré les défis, malgré l'urgence de la pandémie, nous réagissons toujours au contexte, nous nous adaptons toujours à celui-ci, nous faisons participer pleinement toutes les parties prenantes pour favoriser un sentiment d'appartenance au projet et nous continuons d'effectuer la recherche qui produira des connaissances pertinentes pour les pays, pour les régions. Finalement, nous sommes là pour apprendre des parties prenantes dans les pays, pour apprendre avec elles et pour les aider à faire face aux répercussions de la pandémie et pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation. Nous ne sommes pas là pour perturber leur travail, mais pour les aider dans leur réponse à court, à moyen et à plus long terme. Merci. Merci, Victoria. Cham, est-ce que vous avez des commentaires? Oui, merci Florencio. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Renaud et Victoria. Et je pense qu'il y a plusieurs points ont été identifiés. Donc, c'est bien sûr important de mieux préparer nos enseignants pour leur formation professionnelle et leur bien-être. Et c'est également aussi en comprenant aussi les conditions qui existent dans le contexte de la COVID. Et puis, nous avons aussi des enseignants qui ont vraiment perdu leur emploi, notamment dans les écoles privées, et puis celles qui étaient aussi engagées par les commissions scolaires. Ensuite, il faut s'assurer qu'il va y avoir une approche aussi qui se concentre sur l'égalité entre les genres, notamment en se concentrant sur les écolières, sur les étudiantes, et de voir quels sont leurs besoins, et également les communautés de personnes marginalisées, et d'avoir aussi des partenariats régionaux. Ça a vraiment été un élément clé dans les différentes interventions, et c'est quelque chose qui devrait certainement être mis en œuvre et appliqué encore davantage. Et comme l'a dit Renaud, on a besoin aussi de regarder le rôle des systèmes donc de gestion de l'information dans le domaine de l'éducation, notamment l'utilisation des données pour se préparer à l'avenir dans tous les secteurs de l'éducation, pour ne pas avoir à réagir, comme par exemple le cas de la pandémie, mais vraiment à, en quelque sorte, prévenir. Alors, merci Florencio, ce sont mes conclusions. Merci Chem. Nous avons plusieurs questions maintenant qui viennent du public. Je vais vous les adresser à toutes et à tous. D'abord, ce qui est intéressant, ça a été l'un des sujets, justement, dans le domaine de l'éducation, c'est le rôle d'avoir justement un apprentissage à distance, mais une sorte d'apprentissage mixte. Qu'est-ce qui serait possible dans ce contexte? Et je pense notamment, par rapport à ce que vous avez dit, Chem, à partir donc de la recherche ou de l'observatoire, mais peut-être que Renaud et Vicky ont également aussi de la rétroaction. Est-ce que vous voyez que c'est un sujet, cet apprentissage en ligne mixte, est quelque chose qui émerge et qui pourrait être intégré dans les modèles d'apprentissage à distance mixte? Chem, peut-être pour commencer? Oui, merci Florenzo de cette question. C'est une réalité que nous devons accepter. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que ce que l'on entend dans la rétroaction des pays, c'est que les dispositions actuelles d'apprentissage n'arrivent pas à rejoindre suffisamment d'étudiants ou d'offrir un modèle mixte, problème d'accès à des plateformes de TI, des appareils numériques, et un grand nombre d'apprenants sont laissés pour compte dans la phase actuelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se tourne vers l'avenir, il faut vraiment avoir une approche multiples facettes, avec aussi la question de l'accès aux TI, aussi bien traditionnels que numériques, que ce soit les télévisions, la radio, il y a toutes sortes d'appareils que l'on peut utiliser, mais si on n'arrive pas à mettre en place un système un petit peu mixte, eh bien, on ne pourra pas arriver au niveau de l'accès et de la qualité que l'on recherche. Donc, pour moi, l'approche, ce que j'appelle l'approche mixte, qui comprend différents éléments, c'est important pour l'engagement des pays. Merci. Merci, Chem. Je ne sais pas si Victoria ou Renaud ont des commentaires à faire sur ce point, ou est-ce que je passe à la prochaine question?
c'est... oui, Vicky. Oui, allez-y. Je serais sûr. Très rapidement, lorsqu'on parle de ces modèles en ligne qui sont intégrés et mis à échelle, c'est là-dessus justement que notre projet se concentre. J'aimerais dire que la question, c'est la préparation. Avant que un gouvernement soit invité, en fonction des modalités qui seront justement utilisées dans les écoles, il faut que l'on regarde est-ce qu'ils sont prêts. Est-ce qu'ils sont prêts du côté de l'offre et au niveau aussi de la livraison de matériel et de l'évaluation. Également préparer les étudiants, les ménages, les parents, etc. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Chem. L'idée, c'est d'avoir un éventail d'options possibles, de modalités possibles pour ne pas créer simplement une approche numérique et qu'à ce moment-là, votre approche risque d'être plus exclusive qu'inclusive dans un tel contexte et ce n'est pas ce que l'on veut. Merci Vicky. Et je vais rester aussi avec vous parce que la prochaine question concerne justement le perfectionnement professionnel. On dit qu'en Asie, il y a justement un défi pour encourager, pour avoir l'engagement des professeurs, des enseignants dans le perfectionnement professionnel. Et à ce moment-là, comment ce développement du perfectionnement professionnel pourra-t-il vraiment fonctionner? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour justement essayer de les motiver davantage à suivre des cours de perfectionnement? Oui. Réponse de Vicky. La situation à travers toute l'Asie est bien sûr très diversifiée. Différents pays ont différents niveaux de développement ou de perfectionnement professionnel, notamment quand l'on parle des piliers solides d'une telle formation. Et souvent, le perfectionnement professionnel des enseignants, c'est de trouver vraiment le bon modèle et de les adapter à tous les contextes que l'on retrouve dans un pays, de telle sorte que les enseignants puissent avoir accès au perfectionnement professionnel en ligne ou sous une autre forme, en fonction, bien sûr, du contexte qui est offert par le système de formation. Donc, on travaille dans les systèmes qui sont déjà en place des différents pays, comme par exemple, si on demande aux enseignants d'avoir un certain nombre d'unités pour, donc, tous les 5 ans, avoir accès à ces perfectionnements professionnels et qu'ils ont l'occasion d'acquérir ces unités de formation qui permettent d'améliorer la qualité de leurs aptitudes. Bon, c'est difficile de répondre à la question de manière uniforme car les contextes sont différents. Mais l'idée, c'est que il faut que les systèmes puissent servir ou en tout cas être inclusifs pour s'assurer qu'il y a à la fois une formation de qualité et qui soit aussi le plus possible efficace en termes de coût et efficacité. Merci Vicky. Renaud, j'ai une question pour vous maintenant. C'est encore un petit peu tôt, mais est-ce qu'il y a des données probantes qui indiqueraient le bien-être des étudiants et des enseignants par rapport à la COVID-19? Est-ce qu'il y a déjà quelques données probantes qui nous donnent une idée de comment ceci les a affectés? Oui, excellente question, dit Renaud. Mon projet, le projet DMS, c'est vraiment justement essayer, donc, on s'est basé au départ sur les données avant la COVID, mais le bureau d'UNICEF à Innocenti essaie de justement de faire une étude sur le bien-être des étudiants, des enseignants et justement à l'école, on voit aussi les résultats positifs en termes aussi on regarde le bien-être des enfants, les situations des grossesses des adolescentes. On a justement qu'il y a eu une augmentation pendant la COVID-19 de ces grossesses d'adolescents. Et on a augmenté aussi, essayer aussi augmenter l'âge des mariages, voir ce qui se passe au niveau des mariages des enfants. Alors, il peut y avoir les mesures, bien sûr, de confinement et souvent, lorsqu'il y a aussi certains criminels qui se trouvent proches de certains enfants, la fermeture des écoles, on n'a pas encore énormément, justement,
de données, mais pour cette justement la COVID-19, mais on peut voir que la fermeture des écoles a un impact sur les enfants et pour les enseignants. Bon, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais si vous voulez plus d'informations, bien je pense que vous pouvez aller sur le site web de d'Innocenti. Merci Lorenzo. Merci Renaud. Alors, la prochaine question s'adresse à tous les trois, mais peut-être à Shem en particulier. Étant donné donc les circonstances, nous avons tous découvert où on a vu en fait justement les différentes conséquences de la pandémie, notamment auprès des enseignants. Alors justement dans ce contexte, est-ce qu'il y a des projets ou des initiatives dont vous avez entendu parler qui incluraient ou qui se concentreraient s'adresser en fait aux parents pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de leurs enfants, notamment des enfants en bas âge. Est-ce qu'il y a des initiatives dans vos projets ou peut-être de manière plus internationale qui s'occuperaient des parents et de l'enseignement qu'ils doivent peut-être donner à leurs enfants dans le contexte de la COVID-19? Merci Florencio. Il est vrai que également les parents sont les premiers enseignants, et puis notamment avec les classes aussi à la domicile, et c'est encore plus vrai. Et dans l'engagement que nous avons auprès des pays, nous avons constaté qu'il y a eu certaines initiatives qui ont été prévues pour faire participer davantage les parents dans l'apprentissage des enfants, notamment pour les plus jeunes. Par exemple, on a le cas du Rwanda, où le ministère de l'Éducation a justement présenté certaines leçons, notamment présentées à la télévision, qui incluent les parents et qui encouragent les parents à donc vraiment être en lien avec leurs enfants sur le plan d'éducation. Et nous, au Rwanda, lorsque vous pensez, par exemple, l'autonomie ou aussi la construction d'écoles, pour que ce soit aussi un objectif commun. En Afrique du Sud, on a plusieurs cas également en Mauritanie. Donc, ce sont les exemples que l'on peut mentionner. Mais également, nous sommes dans le processus de développer également une trousse d'outils, donc on appelle une trousse d'outils pour l'éducation à distance, et qui va permettre aux pays, s'ils ont besoin d'utiliser, d'avoir recours à l'éducation donc à distance, eh bien, ils seront mieux équipés. Et là, c'est le rôle justement plus important des parents en tant qu'enseignants. Pour le moment, on ne peut pas dire que nous avons encore des données probantes en la matière. Bon, mais les parents, bien sûr, sont les éducateurs des enfants. Mais nous allons faire un suivi plus précis et de voir si on ne devrait pas avoir une sorte de programme pour les parents, pour mieux les préparer, pour qu'ils puissent s'engager un petit peu comme enseignants auprès de leurs enfants aussi. Alors, merci beaucoup, Shem. Mes collègues me rappellent ici que l'un des projets mondiaux de KICS et dans la vision de l'éducation, c'est justement l'alphabétisation donc précoce communautaire, et c'est encore plus pertinent étant donné le contexte de la COVID-19. Et vous pouvez retrouver ces projets également sur notre site web. Je pense que il nous reste à peu près 3 ou 4 minutes et j'ai une question brève. Alors, pour vous, à quoi ressemblerait un petit peu la réussite pour vos projets à l'avenir? Qu'est-ce qui signifierait que vous avez réussi dans vos projets dans le contexte de la COVID-19? Peut-être nous donner une idée un petit peu de comment vous envisagez un projet réussi. Peut-être, Vicky, vous voulez commencer? Oui, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle, je dirais que la réussite ou le succès, ce serait pour nous de pouvoir faire notre recherche sur le terrain en 2021. Ça, c'est la première préoccupation, parce que tout est un petit peu
en l'air, on essaie de planifier mois après mois et on croise les doigts et on espère qu'on pourra être présent sur le terrain. Mais bon, on verra. Merci, Vicky. D'autres personnes voudraient peut-être réfléchir à ces indicateurs de réussite? Oui, Renaud. Qu'est-ce qu'on considérait comme étant une réussite pour notre programme sur les données qui doivent parler, ce qu'on appelle le programme DMF? Ce serait peut-être dans le contexte de la COVID-19 de s'assurer que justement on a la durabilité, l'apprentissage par l'expérience, le fait que ce n'est pas une approche à taille unique. Et il faut que tous ces différentes approches continuent à fonctionner. On continue à travailler aussi avec le ministère de l'Éducation pour faire la recherche. Alors bien sûr, sur le terrain, ça va être un défi, mais c'est très important d'avoir aussi ces projets. Nous savons que justement les projets de KIC, ce sont des projets à long terme. Alors on espère qu'en 2021-2022, on pourra aller collecter des données. Donc, dans ce contexte-là, ce serait une réussite. J'aime. Pour vous, la réussite, ça ressemble à quoi? Alors, ce serait peut-être de voir comment... Donc, qu'est-ce que nous allons peut-être faire? C'est d'avoir une participation plus poussée, de voir comment les décideurs politiques, justement, ont compris un petit peu les messages et comment on a pu influencer donc les changements dans les politiques afin de mieux se préparer dans des situations comme la COVID-19. Et là, ce serait déjà un début. Merci. Merci beaucoup, Shem. Maintenant, j'aimerais remercier tous les participants et participantes à ce groupe de discussion, d'avoir partagé leurs réflexions, leurs connaissances. Merci également des questions posées par le public et j'ai donc peut-être redonné la parole à ma collègue qui va nous parler du futur. Alors, je vous redonne la parole. Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Alors, nous avons entendu justement ce sur quoi KIC s'est concentré au cours des 2 derniers mois et je vais reprendre là où elle avait arrêté pour essayer de voir quel sera l'avenir de KIC. Alors, pour commencer, je veux dire que nous allons être également occupés ici parce que nous allons certainement augmenter l'engagement et la collaboration également dans les 68 pays qui font partie du PME. Alors ensuite, comme elle l'a dit, vraiment au début, nous allons continuer aussi à avoir donc l'échange direct de connaissances et on va également essayer de déterminer les mécanismes d'échange qui sont importants dans les stratégies éducatives entre les pays. Et pour ce qu'on va se concentrer, c'est d'engager davantage les pays à travers la sensibilisation et la mobilisation des connaissances. Afin de réussir ceci, nous allons inviter les pays à participer à un certain nombre d'activités, comme par exemple des conférences régionales, des ateliers régionaux, des webinaires, et également aussi certaines visites sur place et réunions. Mais ces activités, bien sûr, se trouveraient à la fois dans différents pays ou dans les régions aussi prioritaires. Par rapport à qui va participer, bien sûr, on demande au pays de nommer une délégation nationale jusqu'à 5 membres. Là, ce sera un lien entre le pôle et les pays membres. Certains pays ont déjà terminé le processus justement d'identifier cette délégation nationale et ils ont déjà envoyé les noms des 5 représentants nationaux au pôle. Moi, je me souviens, donc au mois de mai, j'étais au Kenya pour la réunion et c'était justement, on devait nommer la délégation nationale de KIC. Et je veux dire que le processus a été très participatoire avec plein d'organisations qui ont montré un intérêt pour faire partie de ce pôle. Alors, on encourage tous les pays qui n'ont pas encore rempli ce processus de pouvoir le faire pour qu'on puisse commencer vraiment la collaboration nationale et internationale. Maintenant, ce qui concerne aussi les pôles régionaux, ils vont également se concentrer sur la production de connaissances, des différents balados, diffusions, différents programmes et qui vont parler des innovations et des analyses sur la situation. Alors, les projets mondiaux
Eh bien, je pense que Trisha, justement, nous a présenté une excellente synthèse. Maintenant, en ce qui concerne les priorités, il y a donc d'abord que les travaux en cours continuent dans les pays qui sont ciblés. Et il s'agit d'établir également des liens significatifs entre les systèmes éducatifs et les parties prenantes. Donc, la priorité, ce sera vraiment d'engager des gouvernements pour s'assurer qu'il y a également la participation et de voir comment l'impact pourrait être mis à l'échelle. Et KICS également va continuer aussi à faciliter les connexions continues au sein des subventions globales et entre elles. Ce sera un soutien au projet alors qu'on continue de s'adapter aux défis que représente justement la COVID-19. Diapo suivant. En ce qui concerne la recherche sur la mise à l'échelle, je pense que Trisha a annoncé brièvement que KICS va justement financer un premier atelier de mise à échelle avec les bénéficiaires du KICS. Alors, ça va être sur les leçons à tirer et cela sera en fonction avec notamment des projets KICS dans des projets internationaux afin d'améliorer les capacités de mieux comprendre comment on peut avoir un impact positif sur l'éducation. Et également, l'institution Brookings vient juste de terminer la sélection donc de la cohorte des subventions qui se tiendra dans le domaine des recherches complémentaires. Et il y a plusieurs activités. Donc, le plus rapide, ce serait d'avoir justement un atelier concernant la mise à échelle. Et deuxième, ce sera des recherches complémentaires. Donc, on va justement essayer de pouvoir s'inspirer de la participation des parties prenantes nationales. Comme nous le comprenons tous, la pandémie de la COVID-19 a entraîné des risques imprévus et des défis au niveau de l'exécution des projets, y compris les projets mondiaux du programme KICS. Le projet a déjà des effets au niveau communautaire, au niveau international, dans le secteur de l'éducation, et comme nous l'avons vu dans la fermeture des écoles. Mon collègue a parlé de l'Observatoire sur la COVID-19. Les activités futures de cet observatoire consisteront à recueillir de l'information, à la synthétiser, à la générer quant aux effets de la COVID au niveau de l'éducation primaire et secondaire. Ils examineront ensuite cette information qui sera disséminée, qui alimentera, qui sera partagée sous forme de feuilles d'information, de mémoire, etc. Comme je l'ai mentionné, la priorité du programme KICS consiste à continuer de favoriser une réflexion conjointe sur les mécanismes d'action pour tous les projets pendant la pandémie et après celle-ci. Prochaine diapositive. Donc, les plateformes numériques, Trish en a parlé. Donc, la plateforme numérique du programme KICS est un programme public. C'est un centre de connaissances et de collaboration réservé aux partenaires et aux parties prenantes du programme KICS. La prochaine étape consistera à effectuer ou à lancer le portail d'échange de connaissances pour continuer de favoriser la collaboration. On y mettra des mémoires de politique, des présentations, des rapports et bien d'autres choses. Cela formera une bibliothèque numérique et les parties prenantes seront encouragées à alimenter cette bibliothèque. Donc, soyez aux aguets quant à des invitations à soumettre ces ressources. Enfin, tous les appels à propositions sont sortis, un est fermé, 3 sont encore ouverts. Donc, celui qui est fermé est celui de l'Europe et l'Asie-Pacifique. Les 3 autres sont encore ouverts. Donc, nous serons très occupés par la sélection des projets qui seront effectués sur une base de roulement. Le processus de sélection prendra fin à la fin de l'année et le travail dans les pays commencera au début de 2021. Nous exhortons donc les pays du PME et les parties prenantes à rechercher les annonces publiques des projets quant aux projets choisis, alors que nous continuons d'encourager les échanges pertinents entre projets sélectionnés et pays concernés.
Ma collègue Stéphanie a mentionné tantôt que nous menons aujourd'hui ce premier symposium du programme KICS. Nous espérons poursuivre ce genre d'initiative alors que nous continuons d'échanger dans le cadre des projets. Merci de votre écoute. Je voudrais maintenant vous présenter Ian McPherson, mon collègue du Partenariat mondial pour l'éducation. Il est le responsable de l'échange des connaissances au secrétariat du PME. Merci. Merci Joyce. Salutations à tous. J'ai le privilège de vous communiquer mes remarques de clôture dans le cadre de ce premier symposium du programme KICS. Tout d'abord, merci à tous nos collègues et panélistes du CRDI, du PMA, de nos PME, de nos partenaires de KICS, d'UNICEF, FITHEAD, et merci aux panélistes pour cette riche discussion. Deuxièmement, je voudrais appliquer les 4 principes du programme KICS mentionnés par Trish pour vous laisser sur certains éléments de réflexion. D'abord que les priorités doivent être définies par les pays. Il faut l'idée est d'aider les gouvernements à mettre en place leur programme d'éducation. Cette année, on s'est concentré sur les opérations nécessaires pour que le programme KICS ait la crédibilité, la légitimité permettant d'aider à définir les priorités des pays. Deuxième principe est celui de la transparence. Donc, comme on le voit dans les subventions, nous visons à consolider l'excellent travail déjà effectué par nos partenaires, mais aussi à répondre aux besoins de nouveaux partenaires. Sur la base du mérite, le programme KICS veut donc renforcer les écosystèmes dont les gouvernements et les décideurs peuvent faire partie. Le troisième principe est celui de l'adaptabilité. Nous traversons une période sans précédent, comme nous l'avons vu tantôt dans le cadre du panel animé par Florencio. KICS ainsi que bien d'autres institutions et bureaucraties visent à être aussi souples, aussi réactifs aux besoins des pays que possible. Notre plus grand défi n'est pas de déterminer comment réagir, mais plutôt comment réagir sans simplement alimenter le bruit qui nous entoure, mais de façon vraiment constructive. Quatrième principe est de renforcer les mécanismes et les pratiques en éducation. Comme Alice l'a mentionné, le conseil d'administration du PMA vient d'approuver son nouveau plan et son nouvel échéancier. La transformation de l'éducation se trouve au cœur de ce plan et la transformation de l'éducation est le nouveau slogan du PME. Alors, il faut voir comment cela se manifeste dans le modèle de fonctionnement du PME et dans son évaluation de l'apprentissage. Le KICS jouera un rôle très, très important à cet égard. Donc, réunir tout cela se trouve dans mon dernier commentaire, finalement. Compte tenu de ces principes, de ces réflexions, compte tenu des avancées jusqu'à présent, compte tenu de cette période sans précédent que nous traversons, comment pouvons-nous collectivement mieux travailler au service des gouvernements et des priorités définies par les pays? Quels sont les besoins? Quelles sont les possibilités? Le programme KICS est conçu pour s'adapter aux situations. Nous sommes toujours à l'écoute d'idées, de suggestions pour atteindre ce but. Cela étant dit, et dans l'intérêt de tous ceux qui ont participé aujourd'hui, merci d'avoir été là, de votre écoute. Pensez à faire une demande de subvention si votre projet est pertinent. Allez vous inscrire pour recevoir le bulletin du programme KICS par l'entremise du site web du PMA. Encore merci et portez-vous bien.